On a beaucoup parlé de droit conventionnel, de droit international. Qu'en est-il de l'Union européenne, un sujet qui vous intéresse particulièrement, comme je le sais? J'insisterai principalement sur deux points. Tout d'abord, l'importance que revêtent les couverts forestiers en termes de superficie. En effet, à l'échelle de l'Union européenne, les forêts couvrent environ 180 millions d'hectares, soit à peu près 43% de la superficie des 27 États membres. Dans un second temps, j'insisterai sur la dimension économique du secteur forestier. Il représente en effet environ 1% du PIB européen et peut aller jusqu'à 5% en Finlande. De plus, le secteur forestier emploie environ 2,6 millions de personnes sur le territoire de l'Union européenne. Pouvez-vous, monsieur de Sadler, nous expliquer le rôle écologique que jouent les forêts sur le territoire de l'Union européenne? Les forêts revêtent une importance capitale au niveau de l'Union européenne. Il s'agit des principaux écosystèmes terrestres. La moitié des sites Natura 2000 sont composés de bois et de forêts. À cela, il faut ajouter que ces forêts sont des lieux de prédilection pour des grands carnivores tels que l'ours ou le loup qui est récemment revenu en Belgique. Par ailleurs, il y a toute une série d'espèces d'arbres qui sont communes comme le chêne vert, le chêne rouvre, le hêtre d'Europe, le charme que l'on ne retrouve pas à l'est de l'Oural. Et donc ces associations végétales sont typiques du continent européen. Malgré l'augmentation de la superficie des forêts, on constate un appauvrissement constant en raison sans doute de la surexploitation des ressources forestières. Et donc ce qui explique, comme je l'avais dit tantôt en début d'interview, que seulement 18% des forêts qui se trouvent dans les zones de conservation spéciale du site du réseau Natura 2000 se trouvent dans un état de conservation favorable. Vous venez d'évoquer les zones de conservation spéciales, mais quelle importance revêtent les forêts dans la désignation de ces zones? En vertu de la directive de 2009 sur la protection des oiseaux, les États membres sont tenus de désigner et de protéger un nombre suffisant et de manière appropriée des zones de protection spéciale pour la conservation des oiseaux qui sont repris à l'annexe 1 de la dite directive. Dans cette directive, on retrouve toute une série d'espèces vulnérables menacées. Nous nous trouvons actuellement dans une zone de protection spéciale forestière et celle-ci a été désignée en raison de la présence d'espèces qui sont reprises à cette annexe telles que le pic noir, le milan noir et la cigogne noire qui niche à proximité. De la même manière, quelle importance revêtent les habitats forestiers dans la désignation des zones spéciales de conservation au sens de la directive Habitat de 92? Il faut rappeler que cette directive vise à mettre en œuvre dans le droit de l'Union européenne cet accord mixte qui est la Convention de Berne sur la protection de la nature en Europe. Et donc cette directive vise à protéger une série d'espèces qui ne sont pas des oiseaux sauvages ainsi que des habitats. La directive reprend à son annexe 1 6 catégories d'habitats parmi lesquelles nous retrouvons notamment les chênaies et les hêtraies. Et au sein de ces 6 catégories sont reprises 59 types d'habitats différents. Et donc dans la catégorie chênaies hêtraies, on retrouve la chênaie charmée dans laquelle nous nous trouvons. Et donc en raison de la présence de cet habitat, la région wallonne a désigné ce site, cette forêt, en tant que zone spéciale de conservation. À cela, il faut ajouter que les autorités régionales sont également tenues de désigner des forêts dans lesquelles on retrouve d'autres espèces qui sont reprises alors à l'annexe 4, qui implique une protection absolue de ces dernières, et parmi lesquelles on va retrouver le lynx ou le loup. Nous venons d'évoquer la directive Oiseaux de 2009 et la directive Habitat de 92. Ces deux directives forment les bases du réseau Natura 2000. Mais qu'en est-il exactement? Il y a de quoi être impressionné dans la mesure où le réseau Natura 2000 comprend 27 000 sites, soit une couverture de 18% du territoire terrestre des 27 États membres, soit 109 millions d'hectares. Et donc ce réseau couvre près de 23% des forêts européennes, la moitié des sites Natura 2000 couvrent des milieux forestiers. À cela, il faut ajouter que l'état de conservation des bois et des forêts est légèrement meilleur que les autres habitats terrestres, dans la mesure où la moyenne est à 15%, tandis que pour les bois et les forêts, on monte jusqu'à 18%.
vu la très grande diversité d'habitats forestiers et d'espèces que recouvre le réseau Natura 2000, je présume que les États membres disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au choix des mesures à prendre pour conserver les forêts. Je rappellerai que nous sommes ici dans le Hainaut, dans le bois de l'Hôpital, qui est un site Natura 2000, une zone spéciale de conservation, parce que nous avons du côté gauche une chênaie hêtrée acidophile et du côté droit une hêtrée ajacinthe. Et donc ce sont des habitats qui sont repris à l'annexe 1 qui ont conduit la région wallonne à classer ce bois. La région dispose d'une gamme de mesures pour maintenir l'état de conservation favorable de ces habitats. Ces mesures consistent à maintenir à tout le moins 2 arbres morts à l'hectare, comme on le voit là-bas, de maintenir un arbre remarquable tous les 2 hectares, de maintenir ou de développer des clairières, des futaies étagées, une mosaïque d'arbres d'âge distinct, de placer des nichoirs pour des rapaces nocturnes ou pour des chauves-souris, ainsi qu'une véritable programmation de l'exploitation forestière, puisqu'une zone de Natura 2000 n'est pas nécessairement une réserve naturelle intégrale. Dans le cadre d'une directive, les États membres de l'Union européenne sont liés par les objectifs. Toutefois, ils possèdent une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à adopter pour les mettre en œuvre. Et que se passe-t-il toutefois s'ils échouent à mettre en œuvre les objectifs fixés ? Il faut distinguer 2 situations. La première, c'est que les États sont tenus par une obligation de coopération loyale à l'égard de la Commission européenne, qui est gardienne du traité. Et donc, ils ont des comptes à rendre. Ils iront devoir communiquer toute une série de rapports quant aux zones désignées, quant aux mesures qu'ils adoptent, les mesures de gestion qu'ils adoptent pour chacune des zones, comme celle-ci, le bois de l'Hôpital. Si ils ne transposent pas la directive ou s'ils l'appliquent mal, s'ils n'adoptent pas les mesures de gestion idoines, ils peuvent être poursuivis en manquement par la Commission européenne, à nouveau gardienne des traités, devant la Cour de justice qui peut les condamner pour ne pas avoir appliqué correctement la directive sur la protection sur les habitats. Avez-vous un exemple concret à nous donner ? Il y a de nombreux exemples, je citerai le plus récent, le contentieux qui oppose la Commission à la Pologne, non pas sur la question de l'état de droit, mais sur la protection d'un parc national qui se trouve à cheval sur la Biélorussie et la Pologne. Et les autorités polonaises, à partir de 2015-2016, ont tiré prétexte de la présence d'un insecte coléoptère, le brochite typographe, qui est un destructeur d'épicéas, pour procéder à des coupes à blanc de cette forêt millénaire. Alors, la Commission européenne s'est opposée à ces coupes en estimant que cela portait atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 tel qu'il avait été conçu par les autorités polonaises, a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice. Dans la mesure où la Cour de justice prend 2 années pour trancher ce type de contentieux, la Commission européenne a sollicité des mesures provisoire en référé, d'abord devant le président de la Cour de justice et ensuite devant la Grande Chambre. Et cette dernière, en 2017, a ordonné la cessation des activités d'exploitation forestière au motif qu'elles étaient disproportionnées, qu'elles ne se contentaient pas uniquement de sauvegarder la sécurité publique en raison du risque de chute d'épicéas. Et la Cour a ordonné une astreinte de 100 000 € par jour si la mesure de cessation n'était pas respectée par les autorités polonaises. Comment sont financés les projets forestiers dans l'Union européenne ? Il y a un vrai paradoxe puisqu'on a vu qu'il n'y a pas d'accord international européen spécifique sur la protection des forêts, ni de directive cadre sur la conservation de ce type d'écosystème. Mais en revanche, l'Union européenne est un grand argentier. Et donc, ce qu'il perd côté cour, il le regagne côté jardin. Et je vois 2 principales sources de financement. La première, c'est le Fonds européen agricole de développement rural,
qui finance, qui accorde des subsides pour des actions forestières spécifiques. Pour la période de 2007 à 2013, c'était un subside, des subsides au-delà de 5 milliards 700 millions d'euros. Et la Banque européenne d'investissement qui accorde des prêts, non pas seulement à des entreprises ou des pouvoirs publics européens, mais aussi à des États tiers. Et l'intervention financière est aussi relativement conséquente, puisque pour la période 2016-2020, près de 5 milliards 500 millions d'euros ont été accordés sous forme de prêts à des tiers. Le 19 avril dernier se terminait la consultation publique sur la nouvelle stratégie forestière de l'Union européenne développée dans le cadre du Pacte vert. Pouvez-vous nous dire 2 mots de cette stratégie et de ses objectifs? Il est important de distinguer la stratégie qui est un instrument non contraignant de soft law, de droit mou, par rapport à des instruments juridiques contraignants tels que des directives et des règlements. Alors la stratégie énonce toute une série de lignes directrices que les États membres seraient appelés à suivre. Mais bien entendu, ils ne seraient pas sanctionnés s'ils ne parviennent pas à se donner les moyens pour appliquer correctement ces lignes directrices, à la différence du cadre de la directive sur les habitats qu'on vient d'évoquer. Mais néanmoins, la stratégie présente un intérêt puisqu'elle vise à davantage intégrer dans la gestion forestière la durabilité des exploitations ainsi que la conservation des habitats. Les codes forestiers qui ont vu le jour à la fin du XIXe siècle privilégient la fonction économique des bois et des forêts. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'une nouvelle génération de codes prenne la mesure de la diversité des fonctions remplies par les bois et les forêts. Pouvez-vous nous en dire un mot? Assurément, les derniers codes prennent la mesure de la diversité des fonctions que remplissent les bois et forêts. La fonction économique primaire doit se combiner aujourd'hui avec une vocation sociale et également la production ou le maintien de ces services écosystémiques. Nous l'évoquions précédemment, un pourcentage important des bois et des forêts relève du domaine de l'État. Cela présente-t-il un avantage en termes de conservation de la nature? Je le crois profondément. En premier lieu, l'administration forestière n'est pas un investisseur privé qui poursuit un objectif de rentabilité extrême. Et donc l'administration forestière doit veiller à se conformer aux différentes facettes de l'intérêt général. Et parmi ces facettes, on retrouve bien entendu les obligations internationales et communautaires relatives à la conservation de la nature. En second lieu, le couvert forestier domanial est assez conséquent, comme vous venez de le souligner dans notre discussion, dans notre entretien. Et donc, les mesures de conservation mises en œuvre par l'administration forestière seront beaucoup plus efficaces sur ces superficies comptant des milliers d'hectares que sur une forêt privée totalisant 12-13 hectares. Une gestion publique présente-t-elle alors plus d'avantages qu'une gestion privée? Apparemment, parce que les forêts publiques qui relèvent du domaine public ou du domaine privé de l'État sont soumises au régime forestier. Ce régime est relativement strict. L'alignation d'une forêt publique est soumise dans de nombreux pays à un système, un régime de double autorisation, à savoir une autorisation relative à l'alignation, à la vente de la forêt, et une seconde autorisation concernant le retrait du régime forestier. Le droit forestier est ancien, l'ordonnance de Colbert datant de 1667. En 1673, la ville de Fribourg exigea des forestiers une gestion annuelle durable des forêts. Dans de nombreux pays d'Europe occidentale, les législations forestières ont progressivement fait l'objet de réformes et d'adaptations aux nouvelles exigences sociales, économiques et environnementales. Sur le territoire de l'Union européenne, environ 40% des forêts sont de gestion publique. La gestion publique, c'est-à-dire la commune, la région, province ou les États, domine dans la plupart des États du sud, du sud-est et de l'est de l'Europe. La taille moyenne des propriétés forestières dépasse souvent les 1000 hectares, mais d'importantes variations existent entre les différents États membres. D'autre part, environ 60% des forêts sont de gestion privée et aux mains des propriétaires, qui sont environ au nombre de 16 millions dans l'Union européenne. La taille moyenne des forêts privées est de 13 hectares, mais la plupart ne dépassent souvent pas les 5 hectares. Encore une fois, de considérables variations existent entre les États membres.